Bien, on commence cette dernière session voilà, qui va clôturer ce colloque sur la fabrication de la participation culturelle. Les règles sont toujours les mêmes, 15 minutes de présentation, un après l'autre, et on fera une discussion globale à la fin. Les questions peuvent être posées dans l'espace questions-réponses. Merci à tous les participants qui sont encore là pour avoir résisté ces 2 jours. Et alors, sans tarder, je donne la parole au premier intervenant qui, je veux dire, pas des bêtises, parce que voilà, la fatigue, c'est aussi pour moi. C'est Olivier Vanet, qui est du Centre Max Weber de l'École normale supérieure de Lyon, aussi l'Université Lyon 2. Allez-y, je vous donne la parole. Les microphones, voilà. Votre microphone est toujours coupé, Olivier. Voilà, vous m'entendez? Oui, parfait. Ouais, excusez-moi. Donc, je vous remercie de me donner l'occasion de présenter cette communication qui est en partie le résultat de ma thèse de sociologie. Donc j'ai indiqué le titre de la communication sur le PowerPoint, donc sur les modalités de la participation culturelle des lecteurs et lectrices de manga. Donc cette communication, elle vise à cerner les multiples activités numériques de lecteurs et lectrices de manga nés dans les années 70 et 80 et leur investissement dans l'univers culturel des bandes dessinées, des séries d'animation et des jeux vidéo issus du Japon. Donc la participation culturelle de ces amateurs s'appuie sur des dispositifs et de communication et d'expression très variés. Elle peut prendre la forme d'un travail d'évaluation des œuvres, un commentaire d'un titre sur un blog, un forum, une recommandation sur les réseaux sociaux. Elle peut prendre la forme d'une activité de création amateur, une fiction ou un dessin inspiré des mangas, ou enfin, elle peut prendre la forme de la traduction et de la diffusion en ligne de versions numérisées des mangas. Donc, ces usages sont resitués ici dans l'épaisseur historique et biographique des trajectoires d'amateurs que j'ai interrogées dans le cadre de ma thèse. Donc, celle-ci s'appuie sur des entretiens approfondis avec 80 lecteurs et lectrices sur l'analyse des traces de leur expression sur différents dispositifs, blogs, forums, réseaux sociaux, mais aussi fanzines imprimés. Et enfin, sur l'étude des discours et pratiques des médias et des institutions culturelles en lien avec le manga. Donc, je procéderai en 2 temps dans cette communication pour mettre en lumière l'investissement des lecteurs et lectrices de manga dans la diffusion et l'évaluation de ces biens symboliques. Donc, je tenterai d'abord d'appréhender la participation culturelle de ces amateurs de manière à la fois décloisonnée et longitudinale, c'est-à-dire d'examiner la diversité de leurs contributions numériques et l'entrelacement de leur trajectoire biographique, de leur parcours de lecture et de leurs investissements numériques successifs. J'évoquerai ensuite les formes de coopération et de concurrence qui se déploient au sein de ce domaine émergent d'expertise et d'évaluation culturelle, concurrence entre des espaces de diffusion et d'évaluation amateurs sur Internet, entre les espaces professionnels de l'édition et de la critique, et enfin, avec les institutions culturelles qui, à partir des années 2000, accordent une place croissante au manga dans leurs collections et dans leurs activités de médiation. Donc, je commence par ma première partie sur l'histoire et la diversité de la participation culturelle des amateurs de manga. Peut-être que j'affiche mieux le PowerPoint. Vous voyez bien? Donc, dans cette première partie, je vais étudier en fait les usages
des outils numériques par les amateurs de manga, et je vais montrer que ça s'inscrit dans leur propre trajectoire biographique, mais aussi dans l'histoire plus longue des supports propres aux cultures fans. Donc, la réception des mangas en France témoigne d'abord du rôle important joué par le public des émissions jeunesse des années 1980 et 1990, dans un contexte d'extrême rareté de l'information. Les jeunes téléspectateurs et téléspectatrices se tournent vers les titres de la presse télévisuelle comme le Club Dorothée Magazine et d'autres titres de presse qui diffusent des informations sur les dessins animés japonais et sur les mystérieuses BD japonaises dont ils sont tirés. Et c'est principalement la rubrique courrier de ces magazines que j'ai exploité. C'est là qu'on voit les premières formes de mise en récit de ces dessins animés, la diffusion d'informations, l'élaboration d'hypothèses et de théories sur ces fictions. Et on voit que, alors que les chaînes télévisées, les diffuseurs ont peu de considération pour ces œuvres originales japonaises, les jeunes épistoliers prennent ces œuvres au sérieux. Ils reconstituent collectivement une narration continue à partir des épisodes insérés dans ce flux télévisuel, et on peut voir que leur expertise naissante les conduit à pointer des incohérences, des erreurs, des choix contestables de traduction. Et en l'absence d'un secteur de l'édition française de manga dans les années 80 et au début des années 90, ce lectorat se tourne vers des réseaux informels d'importation et d'échange des éditions japonaises et états-uniennes de manga. Et on voit un rôle important de la correspondance entre lecteurs, des rencontres lors des festivals qui contribuent à densifier les sociabilités culturelles entre ces amateurs et qui vont aboutir à la création des premiers fanzines et magazines spécialisés, des espaces d'expression imprimés qui voient les adolescents, les jeunes adultes prendre la parole au sujet de leur mode d'expression favori. Et donc là, j'ai mis des exemples des premiers fanzines au début des années 90, Manga Zone, Animeland, Tsunami, fanzines ou revues publiées par des éditeurs ou des librairies. Et c'est sur ces supports imprimés que émerge une première expertise sur les spécificités narratives et graphiques des mangas, alors qu'à la même époque, les médias généralistes ou les institutions culturelles ignorent ou méprisent cette catégorie d'imprimés, qui est accusée de propager une rhétorique de la violence, une idéologie de la souffrance et des images scabreuses des jeunes héroïnes. Donc, je reprends là des termes utilisés dans une analyse de corpus médiatique. À la même époque, à partir du milieu des années 80, au cours des années 90, il y a aussi des émissions de radio, des serveurs Minitel, qui permettent la diffusion collaborative d'informations sur les principales séries japonaises. De même qu'un newsgroup spécialisé qui a été créé dès 1995 sur l'Internet francophone. Et donc, ce sont ainsi des adolescents, des jeunes adultes amateurs de bande dessinée qui ont élaboré les premiers savoirs et commentaires sur les mangas et sur les dessins animés japonais, alors que ces loisirs sont initialement situés en marge des institutions culturelles, en marge des processus de reconnaissance patrimoniale et de transmission parentale. Donc, ce qui n'est pas le cas de la BD franco-belge qui est déjà à l'époque en train d'être patrimonialisée. Et donc, ces dispositifs numériques jouent un rôle d'autant plus important que dans l'évaluation des mangas, que ces bandes dessinées sont diffusées en France au moment où les équipements informatiques et les usages d'Internet se démocratisent, se généralisent. Donc, les adolescents des années 90 et 2000 que j'ai interrogés alors qu'ils étaient adultes,
Ils font partie des premières générations qui sont socialisées de manière précoce à l'usage de ces outils numériques et à l'appropriation du média mix japonais, donc cette constellation de supports qui va de la bande dessinée aux jeux vidéo. Et donc, au cours des années 2000, une grande partie de ces lecteurs et lectrices interrogés, qui se sont d'abord appropriés des fanzines, des sites Minitel ou des émissions de radio, ils vont s'emparer des outils numériques pour exprimer leur avis ou faire un récit de lecture. Donc, ces discussions en ligne, elles ont d'abord été concentrées sur des forums adossés à des gros sites web fédérateurs. Puis, les blogs ont émergé comme support de commentaires sur le manga et des interactions entre amateurs. Donc, les agrégateurs de blogs créés dans la deuxième moitié des années 2000 ont permis de rendre visibles les blogs francophones dédiés au manga et à la culture visuelle japonaise. Au cours des années 2010, c'est le support du blog qui tente à être désinvesti ou concurrencé par l'usage de Twitter, de Discord ou d'autres réseaux sociaux. Et donc, j'ai vu comme ça des utilisateurs migrer depuis les années 90 du fanzine au Minitel jusqu'au blog et à un usage intensif de Twitter. Donc, le domaine de l'évaluation publique des mangas se trouve largement ouvert à des prises de parole non qualifiées d'amateurs qui viennent s'exprimer de manière concurrente par rapport aux journalistes professionnels qui sont apparus au cours de la même période. Donc, l'échafaudage culturel constitué par les espaces numériques de publication et d'interaction, les festivals, les rencontres, ne permet pas seulement l'expression et la circulation de commentaires et de recommandations, il favorise aussi la visibilité d'un grand nombre de productions culturelles amateurs. Une partie des enquêtés mobilise en effet leur lecture pour rédiger des écrits narratifs ou interactifs qui s'appuient sur l'univers fictionnel des mangas. Ils écrivent des fanfictions, ils participent à des jeux de rôle sur des forums. Ils utilisent leur lecture aussi pour dessiner des mangas, des illustrations, ou pour s'adonner à des activités ludiques sur leurs préférences et connaissances en matière de manga, des quiz, du cosplay, déguisement en personnage de manga ou du karaoké de générique, par exemple. Toutes ces activités contribuent à rendre visibles et désirables certains titres de manga et elles sont parfois encouragées par les éditeurs dans le cadre de leurs activités promotionnelles ou par les bibliothèques dans le cadre de leurs actions de médiation. Les amateurs ont enfin joué un rôle décisif dans la circulation des mangas et dans une forme de mondialisation par en bas des contenus culturels, en marge des circuits de l'édition marchande, du droit de la propriété intellectuelle. Ils diffusent en effet leur propre traduction sous la forme de photocopies et de fanzines imprimées dans les années 90, puis sous forme de fichiers informatiques et d'images numérisées. À partir du milieu des années 90, Internet favorise la circulation des scripts, c'est-à-dire la traduction, souvent en anglais, des dialogues des mangas, puis ce sont des synopsis, des résumés de mangas, puis enfin des pages de mangas scannées qui sont hébergées sur des sites web et traduites par des amateurs. Donc, ces mangas scan anglophones sont renommés ensuite Scantrad en français, contraction de scan et traduction, donc des versions numérisées et traduites par des amateurs des mangas, des épisodes les plus récents parus au Japon. Et donc, ces amateurs vont contribuer à diffuser à grande échelle ces versions avec la généralisation du haut débit. Et on peut dire que ces dispositifs ont permis de faire émerger de nouveaux médiateurs en même temps que de nouveaux outils de médiation. Le travail gratuit de ces amateurs contribue à la numérimorphose de la consommation des mangas, à l'expansion de la lecture en ligne, tout en procurant des formes de reconnaissance symbolique aux équipes de traduction, ces équipes qui assurent
de manière décentralisée un travail de sélection éditoriale qui est plus ou moins concurrent de celui opéré par les éditeurs professionnels. Donc dans la première partie de cette communication, donc j'ai tenté de mettre en évidence les investissements numériques pluriels des amateurs de manga, leur transformation historique. Et dans la deuxième partie, je vais déplacer le regard vers les rapports de force qui trament ce domaine émergent d'expertise, puisque de multiples acteurs ont contribué, surtout au cours des années 2000, à faire du manga un objet de savoir et de médiation culturelle. Donc, il y a la presse spécialisée, les éditeurs et libraires, les médias généralistes et tous les dispositifs de l'action culturelle, sans compter les universitaires dans plusieurs langues, français, anglais, japonais, qui participent au Manga Studies. Et donc, à partir des années 2000, on observe une multiplication des expositions, des animations sur le manga, une expansion de la littérature secondaire et des discours de médiation destinés au grand public, que ce soit des manuels d'apprentissage du dessin, des livres d'art ou des guides pédagogiques. Donc, le manga va se stabiliser comme un secteur de la presse spécialisée, de la critique culturelle et un support d'activités pédagogiques. Et dans le même temps, on l'a vu, les lecteurs et lectrices se sont emparés des blogs, plateformes collaboratives et réseaux sociaux pour diffuser leurs propres informations et sélections. Et donc, je vais d'abord évoquer les transactions. Pardon, vos 15 minutes normalement sont terminées. Je vous invite à aller vers la conclusion. D'accord. Donc, j'évoquais juste les transactions, le fait qu'il y a des savoirs qui circulent entre tous ces espaces d'évaluation, notamment parce que certains amateurs se sont professionnalisés en tant que journalistes spécialisés, libraires. Donc, il y a un renouvellement générationnel qui assure la diffusion de ces connaissances. Il y a aussi des professionnels, des intermédiaires culturels qui sont appropriés tous ces savoirs constitués par des amateurs. Et enfin, il y a de nombreux clivages sur la légitimité énonciative de ceux qui prétendent juger les mangas, qui donne lieu à de vives tensions entre divers acteurs. Et donc, je conclurai en disant que l'exemple de l'appropriation des mangas en France permet de mettre en évidence le rôle pionnier des amateurs dans l'édification de savoirs spécialisés sur un bien symbolique initialement dénigré. Il montre les modalités de constitution, de contestation d'une expertise qui est revendiquée à la fois par des passionnés, des acteurs professionnels, des institutions. Et on voit enfin les multiples transactions et circulations entre tous ces espaces via la trajectoire de certains enquêtés ou la circulation des savoirs spécialisés. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup, Olivier. Désolée de vous avoir dû vous interrompre. On continue dans l'univers de la bande dessinée avec Irène Detogne, qui est doctorante à Addison, à l'Université Paris-Nanterre. Irène, c'est à vous. Bonjour à tout le monde. Et normalement, en fait, pour des problèmes de connexion, j'avais déjà enregistré la présentation. Je vais demander à Lucas de la transmettre. Oui, tout de suite. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Est-ce que vous pouvez juste me dire si vous entendez bien le son de la vidéo? Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Irène Detogne, je suis doctorante à la deuxième année dans le département des informations et communications de l'Université Paris-Nanterre, rattachée au laboratoire d'ICEN Île-de-France et je fais partie du projet ANR Collabora sur les plateformes contributives culturelles. Les plans de ma présentation d'aujourd'hui vont être les suivants. Je vais vous parler tout d'abord de l'objet de mon analyse, la plateforme Indax, parce que je ne pense pas que c'est quelque chose que tout le monde peut avoir à l'esprit. Je vais vous parler ensuite de la problématique et du cadre conceptuel auquel je fais référence pour développer d'abord la problématique, mais aussi pour développer les hypothèses de lecture qui m'ont guidée lors de mon enquête. Je vais vous parler après vite fait du terrain et de la méthodologie que j'ai suivie et on verra de quelle manière en fait j'ai été obligée de couper mon analyse en deux axes. Et du coup, la présentation des résultats va être faite en deux parties, en deux temps. Du coup, un premier pour les résultats des axes amateurs et un deuxième temps pour les résultats de l'axe professionnel. Je vais conclure avec des considérations conclusives sur l'ensemble de mon travail et avec une ouverture des pistes possibles de recherche pour
suite éventuelle de la recherche. L'objet du coup de mon analyse, c'est l'Indax, qui est une plateforme internet. C'est une base de données numérique, une grosse archive en fait à l'échelle internationale des bandes dessinées qui ont à voir avec l'univers Disney. C'était créé au milieu des années 90 à partir d'une pratique d'échange de fichiers d'index entre collectionneurs qui provenaient de plusieurs pays européens et qui ont trouvé avec le développement du web la possibilité de partager leur ambition de donner vie à un archive complet de toutes les publications Disney autour du monde et en fait, même sur le plan temporel, vraiment très complet, du départ jusqu'à la publication plus récente. Ce qui est très intéressant avec l'Indax, c'est que c'est une plateforme qui est utilisée, alimentée chaque jour par les passionnés de l'univers Disney, mais aussi c'est utilisé régulièrement et alimenté des fois par des professionnels Disney. Du coup, ça donne en fait la possibilité d'observer des rapports vraiment très singuliers entre production du savoir amateur et les rapports avec les professionnels avec ces savoirs amateurs. C'est une plateforme qui se présente avec une interface vraiment très minimale, qui n'a pas l'ambition de promouvoir en fait, la participation à des gens qui ne sont pas déjà intéressés, qui ne sont pas déjà connaisseurs ou engagés avec l'univers des bandes dessinées Disney. Pour cette raison, c'est difficile d'accéder pour un initié ou pour quelqu'un de toute manière qui ne connaît pas vraiment les codes de l'univers des BD Disney d'un côté et de l'autre aussi des codes utilisés par les systèmes d'organisation et d'indexation propres à l'Indax. Une fois surmonté un peu cette difficulté, on peut avoir accès en fait à un moteur de recherche qui est vraiment très complet, à plusieurs entrées et qui donne vraiment accès à une indexation des contenus très fine et très complète. C'est une plateforme qui est ouverte à la participation, en fait, à la contribution. Chaque utilisateur peut créer de manière très simple un profil et contribuer. Et c'est aussi géré par une hiérarchie plutôt simple des contributeurs, dans le sens qu'il y a une grande majorité des contributeurs mineurs qui sont gérés par des maintainers, qui sont un peu les administrateurs, qui ont un rôle du coup de supervision et de gestion des contributions du reste des contributeurs. Ces maintainers correspondent surtout la plupart des fois en fait aux créateurs, aux collectionneurs qui ont donné vie à la plateforme initiale et sont de 1 à 3 normalement pour chaque pays, mais en fait c'est une organisation qui a plutôt varié des pays en pays, mais globalement ça ressemble à ces cadres d'organisation. Je vous ai mis quelques captures d'écran pour vous montrer à quoi ça ressemble. Vous voyez que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas forcément intuitif au départ au niveau d'utilisation, mais qui en fait donne un accès à une recherche qui est vraiment très complexe, très variée. Il y a un nombre d'entrées qui est vraiment étonnant. Il y a une ampleur dans l'indexation qui est vraiment très 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 large, qui couvre vraiment un nombre de publications dans le nombre de pays qui est étonnant. Ça, c'est un exemple d'un fichier d'indexation standard de la plateforme. En fait, chaque publication, du coup, est assignée ce fichier d'indexation et qui permet, du coup, de naviguer à l'intérieur de la plateforme suivant les différents points d'entrée ou de sortie de cette indexation. Ce qui est très intéressant et qui est très utilisé par les professionnels aussi, c'est que chaque indexation contient les histoires. Et en fait, si on appuie sur chaque histoire, on peut voir aussi au contraire dans quelle publication et dans combien de publications est apparue cette histoire spécifique. Du coup, c'est vraiment très utilisé par les professionnels aussi pour les éditeurs pour voir si une histoire a déjà apparu, par exemple, dans un magasin étranger, les mêmes, etc. Du coup, en fait, la problématique était surtout centrée sur l'exceptionnalité et la spécificité de ces systèmes de commentaires en fait, qui est représentée par l'Indax, pour les rôles en fait, que l'Indax peut avoir à l'intérieur du système de commentaires des professionnels. En fait, pourquoi en fait, ils ont besoin, nécessité de l'utiliser plutôt qu'utiliser des systèmes de commentaires qui les précèdent l'Indax ou qui sont alternatives à l'Indax. Et du coup, en fait, d'interroger un peu de quelle manière l'Indax a pu l'indexation qui est portée par l'Indax, ça peut rejoindre ces statuts privilégiés, vraiment des références documentaires connues par tout le monde et partagées par tout l'univers Disney, amateur et professionnel, et de quelle manière, en fait, l'Indax et ces spécificités en fait, de l'indexation numérique contributive
peut porter à la construction des rapports entre amateurs et professionnels au sein de cette plateforme. Pour en fait essayer de cadrer ces deux pistes de la problématique, du coup la spécificité de la production documentaire de l'Indax et les rapports entre collectionneurs et éditeurs de la bande dessinée Disney en France, on a utilisé surtout les deux concepts principaux des plateformes contributives culturelles développées par CVO et des éditorialisations. La plateforme contributive culturelle en fait nous permet de porter l'attention sur l'engagement de la contribution et sur en fait la possibilité d'entrevoir en relation au sein de la plateforme entre une utilisation professionnelle ou une institution culturelle externe aux pratiques amateurs. Alors que l'éditorialisation en fait nous permet de décrire et de comprendre en fait la pratique d'indexation numérique spécifique de l'Indax comme une pratique d'indexation qui voit les documents indexés comme un fragment qui peut être en fait devenir une ressource parce qu'il peut être toujours réagencé pour donner vie à un nouveau contenu. Donc en fait dans ce sens-là, les documents indexés par l'Indax fait partie d'une activité éditoriale qui est une activité éditoriale qui est décrite toujours comme un processus ouvert, toujours en devenir, qui est constamment producteur de formes et de contenus, qui est multiple et surtout qui est collectif. Donc, en fait, avec ces deux concepts, on a essayé de vraiment cadrer notre compréhension du terrain pour en fait après pour pouvoir conduire l'analyse dans ce sens-là. Les terrains, du coup, étaient vraiment formés pour porter sur les différents systèmes documentaires de professionnels Disney et sur les pratiques d'usage amateur et professionnel de la plateforme Indax. En fait, on s'est limité en restreint les terrains à la partie française. Donc, en fait, on a interrogé surtout les professionnels français et on a observé, interrogé la partie de la plateforme amateur qui correspond aux contributeurs en fait en France. Les terrains a été portés sur deux temps. En fait, premièrement, on a exploité la possibilité d'avoir fait une période d'alternance de la durée des 10 mois, du coup d'octobre 2018 à juin 2019, au sein du service de documentation et édition de la rédaction de Disney Hachette Presse, qui est le majeur éditeur en France des bandes dessinées Disney. Et on s'est concentré surtout sur l'observation des pratiques professionnelles de la plateforme, sur quel type de perception en fait l'Indax pouvait avoir à l'intérieur du cadre professionnel, et surtout sur les systèmes documentaires internes aux différents maisons d'édition, en fait aux différents organismes qui s'occupent de l'édition des bandes dessinées Disney en France. Deuxièmement, une deuxième période d'observation en fait a été conduite période de mars et avril 2020. Et c'était l'observation en fait de la plateforme elle-même et une période d'échange avec les amateurs. Et du coup, cette deuxième période était portée surtout sur l'observation des pratiques et des enjeux de motivation et de contribution qui étaient faites sur les amateurs. Du coup, c'est dans ce sens-là en fait qu'on a vraiment de manière programmatique divisé l'analyse en deux parties, en deux axes différents pour pouvoir en fait réaliser une analyse croisée des différentes pratiques liées à la plateforme et des différentes en fait pratiques d'utilisation, d'échange avec les différents acteurs. Et en fait, c'était quelque chose qui nous a permis du coup de mettre en place les deux axes de l'analyse professionnelle et amateur, et après de les comparer entre eux. Du coup, je vais vous présenter les résultats en fait en deux parties. Les résultats de l'axe amateur en fait nous a apporté à la fois à la base en fait on a essayé de définir un peu les profils des différents contributeurs qui sont surtout des grands collectionneurs et qui sont surtout des gens qui ont une familiarité avec les outils d'indexation et de recherche. On a formé un peu l'histoire de la plateforme, on a remarqué surtout quatre considérations qui viennent de l'observation. C'est la première qu'en fait la participation des collectionneurs à la plateforme a permis en fait de passer pour chaque collectionneur d'une collection privée et d'une dimension vraiment plus individuelle à des pratiques d'indexation qui sont collectives, dématérialisées et partagées par une grande communauté. Ces rapprochements en fait a fait si que les contributeurs en fait rentrent en contact et développent en fait une logique une approche à la contribution, à la
fait, à la production documentaire qui a plus à voir avec les logiques éditoriales, dans le sens qu'en fait, de plus en plus qu'ils fréquentent la plateforme, les contributeurs est porté à réutiliser les contenus qui sont de production documentaire de la plateforme dans le cas d'autres activités qui sont par exemple des activités amateurs, des activités professionnelles, mais qui de toute manière ont plus à voir avec les logiques des rééditions des publications. Notre aspect qu'on a considéré, c'est que ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, l'index représente la constitution d'un système de référencement qui est nouveau par rapport à un système de référencement qui était utilisé par les professionnels et qui est vraiment spécifique et issu de l'indexation amateur. Et ce qui est très intéressant, c'est que du coup, les professionnels utilisent ce système d'indexation qui a été créé et conçu par les amateurs. Et du coup, ils se voient un peu dans une situation pour laquelle ils doivent aussi essayer d'harmoniser et d'uniformer les codes pour une utilisation évidemment plus régulière et plus fluide. Et ils doivent harmoniser les codes d'indexation interne au cadre professionnel sur en fait, les nouveaux systèmes de référencement qui étaient créés par l'Index et qui est de plus en plus en train de prendre en train de prendre en fait, un statut des systèmes de référence principal pour la documentation. Le dernier résultat qu'on a obtenu, c'était vraiment de voir de quelle manière, en fait, à l'intérieur de la plateforme, et les contacts interamateurs et professionnels se sont élargis et se sont systématisés. Du coup, c'est vraiment la plateforme est lieu d'échange entre amateurs et professionnels. Par exemple, les professionnels peuvent contacter les amateurs pour des précisions, pour des consultations éditoriales ou aussi pour proposer des collaborations. Du côté des professionnels, en fait, on a remarqué que l'utilisation de la plateforme est vraiment très régulière et que, en fait, l'Index occupe toute. C'est vraiment la seule à l'intérieur du système documentaire qui est porté par différentes maisons d'édition ou par différents cadres professionnels. L'Index, c'est un système de documentaire qui est connu par tout le monde et qui est utilisé. En fait, c'est les seuls qui est utilisé par tous les professionnels et qui est connu par tous les professionnels parce qu'il y en a d'autres qui utilisent des systèmes d'indexation qui sont plus internes aux différentes émissions qui ne sont pas partagés par tout le monde. Et on a essayé de faire une analyse et une présentation de tous les différents systèmes documentaires qui sont utilisés par les professionnels de la bande dessinée Disney en France. Et on a vraiment regardé aux archives papier et à des bases de données qui sont internes ou à des bases de données qui sont fournies par Disney, en fait, pour l'organisation Disney plus en général, ou par d'autres maisons d'édition. En fait, en France, les seuls systèmes documentaires qui est partagé par tous les professionnels, c'est vraiment l'Index. Et il y a plusieurs modèles en fait, des coexistences et d'utilisation de l'Index qui sont vraiment très variés. Il y en a certains systèmes d'indexation en fait, qui utilisent vraiment une quantité très variée des systèmes documentaires, mais il y en a d'autres, comme par exemple l'éditeur LBD des éditions Glénat, qui n'utilisent que l'index. Donc en fait, l'index, ça représente les seuls moyens où sont en fait systèmes documentaires présents à l'intérieur de l'organisation professionnelle. Du coup, dans ce sens-là, en fait, la plateforme, on a vu qu'essayant de redéfinir un peu de quelle manière on entend l'utilisation contributive de l'index dans ce sens, la plateforme concentre en soi un processus ouvert, un processus qui est contributif et qui est très spécifique des productions de plusieurs réalités. Il y a la production documentaire, et bien évidemment, il y a la production d'autorité, dans le sens qu'en fait, c'est des documents qui sont reconnus en statut qui peuvent être réutilisés par les professionnels. Donc, en fait, il y a reconnu un statut d'autorité et des compétences aussi nécessaires pour être réutilisés. C'est une production éditoriale et de nouveaux contenus. Et c'est aussi une production d'harmonisation des codes, en fait, qui fait si que les professionnels sont poussés à harmoniser les codes internes des indexations avec les codes de l'index. Du coup, c'est vraiment une production des univers, des codes partagés qui se produit de plus en plus à travers la plateforme. Et cette activité, en fait, rejoint en ampleur, en efficacité qui sont impensables
pour tout le système de commentaires utilisé par les professionnels. Et aussi parce qu'en fait, la plateforme permet et concentre en soi en fait, un contact immédiat et en fait, est multiplié et systématique entre les amateurs et les professionnels. Et surtout, il les fait interagir sur un mode collaboratif qui apporte par la contribution qui est hébergée par la plateforme. C'est dans ce sens-là en fait qu'on voulait conclure notre intervention et proposer aussi une ouverture, parce qu'en fait, dans notre terrain était juste un terrain qui était fait sur les contributions, sur la production française, mais on pourrait bien évidemment interroger quel type de relations et quel type de production documentaire s'installe dans d'autres pays. Surtout, par exemple, dans notre enquête, en fait, il y a un autre modèle qui était très intéressant qui est sorti, c'est le modèle qui est porté par l'éditeur scandinave Egmont, où en fait il y a un modèle d'externalisation quasi complète de l'indexation, dans le sens que les professionnels utilisent systématiquement ils sont contributeurs de la plateforme et c'est les Egmont en fait qui payent les serveurs pour ces amendes. Merci Irène. Je propose qu'on passe à l'intervenant suivant pour ne pas prendre de retard. Je rappelle aux participants qui peuvent déjà poser des questions pour les premiers intervenants s'ils souhaitent dans les questions-réponses. Alors, on continue avec Lucie Alexis, qui est chercheuse, enseignante-chercheuse à Paris 2 au charisme et on va changer là des secteurs et on va voir les cas des cultures prime dans les secteurs audiovisuels publics. Merci beaucoup. Vous m'entendez, c'est bon? Super. Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup pour l'organisation de ce colloque et merci de l'avoir maintenu. Ça fait vraiment du bien, ces échanges. Donc, merci Martha et toute l'équipe. Je m'ose à une petite présentation pastel parce qu'on est sur la fin du colloque et pour essayer de donner un peu d'énergie finalement. Alors, ma communication, cette communication... Ah, pardon. Voilà, pardon. Cette communication est partie d'un constat Culture Prime qui est un dispositif pensé comme un média fournissant des contenus culturels, a été lancé le 23 novembre 2018 par l'ensemble des acteurs de l'audiovisuel public, donc Radio France, France Télé, l'INA, France Média Monde, Télé 5 Monde, se déploie prioritairement sur Facebook, mais trouve également des relais sur YouTube, Twitter et Instagram. Et il semblerait qu'elle mobilise une participation qui semble être réduite à la seule expression de l'appréciation du contenu par les publics. Et en tant que média social, je me suis interrogée sur le fait que la sollicitation à l'engagement du citoyen ne soit pas plus orientée finalement par la création d'une zone de débat. Et c'est cette tension que je souhaite traiter aujourd'hui en tentant de comprendre les ressorts de la participation telle que mise en place par les entités du service public audiovisuel. C'est une étude qui s'inscrit dans des réflexions menées, entre autres, autour des mutations de la télévision et de la mobilisation des plateformes par les acteurs des industries culturelles. Je vous présente aujourd'hui les premiers résultats d'une recherche qui, pour l'heure, est à un stade exploratoire. L'objectif de cette étude est plus largement d'apprécier la migration vers le numérique en ligne de l'audiovisuel public, migration qui induit, ou tout au moins qui est censée induire une participation plus large des publics. Ici, je me concentre spécifiquement sur la manière dont les multiples coopérations envisagées par les 6 groupes audiovisuels publics, mais aussi les changements finalement liés à la production de contenu vont nous inviter à repenser la fabrique de la participation culturelle sur les plateformes numériques. Et ces attentes qui sont liées aux caractéristiques du numérique, qui répondent à une forme d'injonction à la participation ou encore à l'innovation en termes de format audiovisuel, elles prennent effet dans un contexte de reconfiguration générale de l'audiovisuel public. Vous savez qu'il y a une réforme en cours qui ne cesse d'être repoussée, cela dit. Alors, si on explore un peu les discours d'escorte, en l'occurrence les sites des acteurs impliqués dans l'offre culturelle de Culture Prime, on voit qu'elle a pour but annoncé, je cite, de favoriser l'accès à la culture et à la connaissance au plus grand nombre. Elle entend répondre aux exigences de qualité du service public, s'adresser notamment aux jeunes par ses formats
innovants adaptés aux nouveaux usages. Alors, il faut noter le slogan. Je vous lance le petit teaser sans le son pendant que je parle. Il faut noter le slogan. Il affiche dès lors un objectif de participation. La culture, ça se partage. Il y aurait plein de choses à dire sur cette petite vidéo, mais je passe. Chacune des 6 entreprises produit des capsules vidéo de forme brève qui sont donc destinées à alimenter la page Facebook. Au final, mon étude, elle vise à apprécier l'ouverture de l'espace public médiatique de l'audiovisuel public aux plateformes en ligne, à interroger l'élargissement des publics, comprendre les diverses formes de participation des abonnés. Je me concentre vraiment aujourd'hui sur la page Facebook uniquement. Donc, autrement dit, mon questionnement m'invite à réfléchir à l'usage partiel des possibilités d'interaction sur la page Facebook de Culture Prime, d'où naîtrait un paradoxe entre, d'une part, une forme de prétention, finalement, à faire venir des nouveaux publics, tout au moins un public plus large qui est invité à s'exprimer de par déjà le choix de la plateforme choisie, et d'autre part, la limitation des usages techniques du numérique. Alors de là, d'autres questions découlent. Dans quelle mesure ce dispositif va favoriser ou non l'objectif affiché? Dans quelle mesure le choix, l'usage de Facebook permet vraiment la construction d'une communauté, je mets entre guillemets, une communauté pérenne qui va pouvoir être fidélisée. Alors, mon hypothèse, c'est que Culture Prime va reprendre des logiques éditoriales telles qu'elles sont construites sur le média linéaire et n'exploiterait que de manière lacunaire, tout au moins partielle, les possibilités d'interaction liées au réseau social numérique. Autrement dit, le changement ne correspondrait qu'à des aménagements en marge, finalement, tant la technique a peu d'influence sur le modèle de la communication culturelle de l'audiovisuel public. Et la reproduction d'une logique de programmation linéaire existante conduirait à un certain mimétisme des reproductions, des représentations de la culture par rapport aux médias de télévision tels que j'avais déjà pu un peu l'étudier, notamment sur des portails en ligne de France Télévisions comme Culture Box. Et de fait, ça entraînerait probablement une diversification des publics limitée due à cet effet de répétition. Alors, j'en viens à mon premier temps. J'expose très rapidement le cadrage méthodologique dans la perspective de dégager les modalités de prise de parole et d'interaction des utilisateurs. J'ai mené une observation ethnographique en ligne. Je m'appuie ici sur Josiane Jouette et Coralie Le Caroff, de la page Facebook de Culture Prime, donc entre novembre 2018, qui est donc la date de création de Culture Prime, et mai 2020, pardon. Alors, l'idée de cette observation est de, vous le voyez à l'écran sur la citation, de partir d'une phase d'immersion, d'une présence prolongée, régulière sur la page où l'on s'informe régulièrement sur la dynamique, le ton, les thématiques des fils de discussion et s'imprégner de l'architecture du dispositif. Donc, il s'agissait d'observer finalement les usages visibles de la plateforme en me basant sur une méthode d'analyse des commentaires qualitatifs. Et je me suis également appuyée ici sur une première série d'entretiens, 12 entretiens semi-directifs qui ont été réalisés entre octobre 2019 et 2020 pour notamment essayer de comprendre davantage les publics visés, avec donc les différents professionnels des 6 entités engagées dans Culture Prime à des niveaux divers au sein de leurs propres médias. Vous les avez ici sur le tableau. Je précise que ces entretiens vont être complétés dans le cadre d'un projet de recherche que je mène en tant que chercheuse associée cette année à l'INA. Voilà. Et je passe du coup aux premières observations que j'ai pu faire. Alors, attirer un public qui déserte les programmes culturels sur les antennes linéaires, c'est un petit peu ça, la ligne de conduite du projet. Lors de la conférence de presse pour le lancement de la saison 2 de Culture Prime en février 2020, les acteurs se félicitaient que 1,4 million de personnes chaque jour voyaient au moins une de ces publications sur Facebook, d'avoir construit en moins d'1 an une communauté de plus de 240 000 abonnés. En juillet 2020, on était à 419 000. Hier soir, on était à 542 284 personnes abonnées. L'idée étant de séduire un public jeune, 59% des abonnés ont moins de 44 ans et sont majoritairement féminins, 63%.
Alors, le chef de produit partenariat réseaux sociaux à la direction du numérique de Radio France explique qu'il a été question de construire la communauté de manière empirique. On ne savait pas trop où on allait attraper les fans de la page, on voulait répondre à ce qu'on pensait être un besoin de la vidéo culturelle. On testait de nouvelles choses pour arriver à faire grossir cette communauté. Une petite précision, depuis la fin de l'année 2019, de nouveaux gabarits de formats ont été pensés pour la création des vidéos autour desquels chaque structure va construire et angler ses sujets. L'idée, pour les acteurs étant de dresser une ligne éditoriale commune reconnaissable. Par ailleurs, le choix de donner à voir les productions labellisées Culture Prime sur une page Facebook dédiée n'est évidemment pas anodin. Les possibilités d'interaction présentes sur le dispositif semblaient offrir des conditions privilégiées pour lancer la page. Cependant, il me semble que l'architecte global de Facebook contraint d'emblée l'acte de participation en offrant à minima 3 manières de réagir au contenu: le bouton j'aime, le bouton commenter et la fonction de partage. De nouveau, le chef de produit partenariat réseaux sociaux à Radio France ajoute que cette fonction de partage de Facebook est absolument essentielle. Elle permet d'une part d'en faire profiter ses amis, je le cite, et d'autre part de fonctionner comme une reconnaissance sociale pour celui qui partage. Donc les publics sont appréhendés comme un relais finalement de ces publications. Et voilà, si ce réseau social offre finalement des modalités d'interaction très diverses, j'ai pu quand même constater que Culture Prime ne laissait apparaître pas réellement d'incitation forte à la participation et encore moins à la prise de position. Donc une absence de débat au sein des commentaires. Alors, tout d'abord, Culture Prime n'est pas le lieu de débat autour de questions culturelles. C'est un média, entre guillemets, qui est basé sur une logique de cross-post. Donc, l'idée étant que sur les pages de chacune des entités, les posts sont postés puis repostés sur la page Facebook de Culture Prime. Le community manager reprend le poste de départ de chaque média quasiment, nous explique la responsable du pôle vidéo de France Culture. Elle ajoute que les structures ont une ambition d'interaction, mais que pour l'heure, les ressources ne sont pas là pour suivre et solliciter l'audience. Donc au final, peu d'interactions observées entre les utilisateurs, mais aussi entre les utilisateurs et le community manager des pages. Et d'ailleurs, le matériel paratextuel, je vous fais un petit florilège ici, le matériel paratextuel, donc les chapeaux introduisant les vidéos rédigées par le community manager qui est en charge de la programmation, se construit assez peu autour d'une stratégie discursive qui sollicite l'acte de participation. Les paratextes sont la plupart du temps informatifs, ils n'invitent pas l'utilisateur de la plateforme à interagir, à réagir, comme est censé le faire ou pourrait en tous les cas le faire l'écriture pour les réseaux sociaux. On n'a aucunement la modalité interactive qui est mobilisée. Donc là, vous avez des exemples un petit peu pris dans le corpus. Les formats récurrents, ce sont un peu des formats récurrents qui sont choisis pour traiter ces sujets, et qui vont assez rarement ouvrir la place à des réactions qui iraient au-delà de le plaisir de la découverte et l'émotion artistique. Je cite de nouveau la responsable du pôle vidéo de France Culture. Alors, on a quand même un nouveau format qui est apparu à la fin de l'année, qui s'appelle Débattez-vous, qui a été développé dans le but justement de s'adresser aux usagers sous la forme d'une modalité plus injonctive ou plus interrogative, et l'idée étant de favoriser le débat. La responsable du pôle vidéo de France Culture nous dit qu'il est fait pour ça, mais qu'il est très peu investi encore. Aujourd'hui, on compte 7 vidéos seulement pour 115 pour une autre rubrique, par exemple. Donc, finalement, on pourra là aussi s'interroger sur cette forme de conception un peu pré-schématisée de la mise en débat, et la possibilité de prendre part au questionnement lancé dans la vidéo se fait ici par l'architecte de Facebook qui fige la forme d'interaction et qui, pour l'instant, me semble être exclusivement du côté du commentaire et moins autoriser une prise de parole sous la forme d'un véritable échange d'idées. Et si ces productions engagent assez peu de débats au sein des commentaires, c'est parce que la ligne éditoriale, me semble-t-il, de Culture Prime et les formats narratifs qui sont développés n'invitent pas réellement à une participation critique, sollicitent plutôt la reconnaissance d'une culture commune patrimoniale. Et déclencher cette participation des publics se construit autour d'un intérêt pour les vidéos structurées
surtout autour d'archives audiovisuelles. C'est une mémoire collective, alors c'est dû en grande partie à la présence de l'INA dans le projet, qui est valorisée par les utilisateurs. Le coordinateur éditorial au département des éditions numériques de l'INA affirme que, je le cite, « le côté Madeleine touche absolument tout le monde, on est plus une culture populaire qu'élitiste ». Et parmi les créations qui ont sollicité le plus de réactions de la part des publics, on retrouve par exemple cette vidéo intitulée « Le jardin secret de Louis de Funès » 1972, qui est réalisée par l'INA justement. Alors, voilà, quelques exemples là de commentaires, vous les voyez sur la slide, je ne vais pas les citer, mais on relève ici que ces nouvelles écritures audiovisuelles trouvent ici leur public en mettant en valeur finalement une forme de nostalgie autour d'un marronnier de la fiction télévisuelle. C'est sans doute pas au hasard d'ailleurs que Louis de Funès plaît autant sur Culture Prime. Il me semble que le succès de cette vidéo peut être appréhendé comme un cas type, comme un marqueur de réussite de la communication par la médiation de ce dispositif, puisque ce sujet populaire ici agit comme une invitation sur le mode de l'affectif, de l'émotif. Et encore une fois, dans quelle mesure ce type de réaction n'est-il pas de nouveau le fruit du dispositif qui les encadre, hein? On lit « Chapeau de Louis de Funès, un grand homme, il a toujours été moderne, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans », vous voyez tout ça à l'écran. Y a-t-il finalement vraiment la place pour d'autres types de réactions? Finalement, ces réactions se contentent majoritairement à des réactions à chaud, très viscérales, et donc pas très développées, qui ne peuvent être développées. Et inviter à réagir à ce type d'objet très consensuel, signifierait que l'on attend de ce média en ligne pas tant les possibilités d'interaction possibles, mais davantage une capacité de diffusion, simplement, à l'instar d'une chaîne linéaire. Et enfin, la participation s'observe autour de publics qui sont intéressés par les sujets liés à une culture institutionnalisée, a priori reconnus par les mécanismes de consécration culturelle. Vous avez quelques citations des acteurs, mais je passe puisque j'arrive au bout et je dois passer à ma conclusion pour ne pas trop dépasser le temps. Et dans tous les cas, ces objets culturels s'inscrivent dans une culture, me semble-t-il, audiovisuelle populaire ou dans une histoire de l'art qui est connue du grand public. Alors, je peux faire dès lors l'hypothèse d'une certaine homogénéité des publics des différentes entités du service public audiovisuel, moins emprunt finalement à la découverte de nouveaux territoires de la culture, découvertes qui pourtant constituent ce que les acteurs souhaiteraient. Alors, cependant, il me semble qu'il faut considérer une certaine difficulté d'ajustement du dispositif qui est contraint par la nécessité d'harmoniser une énonciation unique de plusieurs acteurs avec leurs différentes conceptions de la culture, avec le projet communicationnel affiché. J'en arrive à ma conclusion très rapidement. Les professionnels en charge de Culture Prime envisagent sa programmation de manière relativement verticale, sans penser de véritable interaction avec les publics, et de ce point de vue, il s'agit d'un média en ligne qui reprend la logique de programmation héritée des médias audiovisuels traditionnels. Les équipes fonctionnent d'ailleurs selon cette même logique, en travaillant à l'aide d'un outil collaboratif pour organiser une programmation alternant les structures productrices de contenu, bien qu'il n'y ait pas de rédaction en chef. Et le réseau social numérique est utilisé ici comme un espace de diffusion de contenu plus qu'un lieu d'échange. Et finalement, s'observe, et il me semble, de manière assez récurrente quand il s'agit d'étudier la mutation des formats audiovisuels, plus largement d'ailleurs les mouvements des médias audiovisuels vers les médias en ligne, ce que j'avais pu nommer des généalogies médiatiques. Et enfin, pour terminer, les publics se saisissent des possibilités d'interaction essentiellement pour exprimer leur goût autour d'une histoire culturelle commune, autour de matériaux consensuels, et ces modalités du linéaire irriguent complètement l'activité en ligne. Le web est finalement une région discursive comme une autre, et l'autorité du service public se frotte difficilement à la participation du public. Il n'y a pas de réelle transformation, pas de réel partage de l'autorité. L'implication du public reste assez superficielle, et tout porte à croire que les modalités du linéaire finalement perdurent. Preuve en est avec Netflix, qui va nous faire un mode en direct comme la télévision. Je m'arrête là et pardon d'avoir dépassé. Merci beaucoup, Lucie, de cette présentation très intéressante. Je donne la parole tout de suite à la dernière intervenante, Stéphanie Parmentier, du laboratoire TLM de l'Université Bordeaux-Montagne, qui va nous parler du cas des Kindle Direct Publishing.
Bonsoir à tous. Vous m'entendez? Alors, oui. Bonjour, je tiens à à remercier toute l'équipe organisatrice Collabora de m'avoir invité à ce colloque. Je vais vous présenter une communication intitulée La plateforme numérique Kindle Direct Publishing. Amazon est-il un nouvel acteur culturel? Les données quantitatives de cette communication sont issues de ma thèse intitulée Du compte d'auteur à l'auto-édition numérique, étude des formes et des pratiques de l'édition non sélective, qui a été soutenue en septembre 2020. Pour aujourd'hui, je m'intéresse tout particulièrement à la plateforme d'auto-édition d'Amazon, appelée Kindle Direct Publishing ou KDP, et je vais vous parler plus précisément des auteurs qui s'investissent sur cette plateforme, qui est un espace où chacun est en droit d'écrire, de s'exprimer, de se publier et donc de participer à la vie culturelle. Les plateformes numériques font aujourd'hui largement partie de la société. Entre les mains du géant du net, elles sont présentes dans presque toutes les filières et ont investi le domaine culturel. Nombreuses sont les personnes qui s'en sont emparées pour mettre en ligne leur production culturelle. Des auteurs écrivent et publient leurs livres, des musiciens, des photographes, des vidéastes diffusent leurs œuvres, mais aussi des lecteurs qui donnent leurs avis et deviennent de véritables prescripteurs. Apparaît ainsi sur le marché une nouvelle figure d'acteur, des pro-âmes, selon l'expression employée par Patrice Fichy dans son livre Le sacre des amateurs, en parlant des passionnés qui tentent de se rapprocher des professionnels. Si les amateurs restaient autrefois au stade artisanal et n'arrivaient pas à pénétrer dans le monde culturel sans l'aide d'un professionnel, il en est aujourd'hui tout autrement grâce aux outils numériques aux mains des géants du net. Apple, Amazon, Wattpad, Instagram et bien d'autres encore sont des outils qui permettent en effet aux auteurs de s'autoproduire, de se diffuser largement, voire de se professionnaliser. On assiste avec ces nouveaux outils à une ouverture du domaine culturel qui correspond quelque part à une tendance de la société où chacun est en droit de diffuser ses idées, quelles qu'elles soient. Le web, en multipliant les espaces d'expression, a effectivement fait souffler un vent nouveau sur la société en permettant à tous de s'exprimer librement tout en favorisant le rêve émancipateur d'une culture pour tous. Amazon a modifié l'ordre des choses au sein du monde du livre avec sa plateforme d'auto-édition Kindle Direct Publishing. Arrivé en France en 2011, cet espace qui permet de s'éditer rapidement a en effet ouvert les portes très cloisonnées du monde de l'édition traditionnelle. Pour une fois, des auteurs totalement inconnus, sans aucune expérience dans le domaine de l'écriture et sans aucune prétention littéraire, ont mis en ligne leurs manuscrits sur KDP et ont connu le succès grâce à l'espace d'Amazon. Certains d'entre eux, en faisant le buzz sur cet espace, ont même réussi à pénétrer au sein du monde éditorial en étant repérés par des éditeurs qui, jusqu'ici, leur avaient gardé porte close. Afin de cerner l'espace KDP, je vais vous présenter les résultats de mes recherches que j'ai menées sur 50 auteurs qui se sont investis sur cette plateforme. Ils ont été contactés par mail et ont répondu à un questionnaire composé de 59 questions. En constituant ce questionnaire, je voulais savoir qui étaient ces auteurs, ou plus exactement ces indés, pour reprendre l'expression employée par Amazon sur son site. Et ce qui m'intéressait tout particulièrement, c'était de savoir ce que les auteurs attendaient de l'auto-édition, qui autrefois, rappelons-le, était une voie éditoriale stigmatisée, qui avait assez mauvaise presse. Je vais dans un premier temps vous dresser un profil des auteurs auto-édités, puis cerner leur motivation, et enfin, nous nous pencherons sur la posture des professionnels du livre devant ce phénomène de publication sur le net qui, bien qu'étant hors du chemin de l'édition traditionnelle, met en avant de nombreux auteurs amateurs. Il serait faux d'imaginer que derrière chaque auteur auto-édité se dissimule un jeune geek passionné par les nouvelles technologies ou un retraité disposant de suffisamment de temps pour se consacrer à cette activité. Parmi ces personnes, il y a 53% d'hommes et 47% de femmes. Ils ont en grande majorité entre 30 et 50 ans et sont le plus souvent diplômés, puisque 38% d'entre eux sont titulaires d'un Master 2 avec une situation professionnelle bien établie, puisque 44% d'entre eux sont des cadres supérieurs. Peu d'éléments existent sur leur pratique culturelle,
hormis le fait qu'ils soient passionnés par l'écriture et la lecture qu'ils pratiquent depuis longtemps. L'auteur autopublié écrit généralement depuis des années. 42% ont commencé à écrire dès l'enfance et 26% à l'adolescence. Toutefois, nous avons pu remarquer que les sondés ne semblent pas pratiquer d'autres activités culturelles en dehors de l'écriture et de la lecture. Même si ce constat est quelque peu surprenant, il est à noter que ce sont des auteurs qui sont très actifs sur le net, le blog, les réseaux sociaux, comme si le web était pour eux le lieu de tous les possibles. Les auteurs auto-édités n'ont pas tous les mêmes motivations. Il serait erroné de croire que tous les auteurs intéressés par KDP sont des exclus du système éditorial, se rabattant ensuite sur l'auto-édition après de multiples refus chez les éditeurs traditionnels. Ce qui semble effectivement intéresser en premier lieu les auteurs interrogés, ce n'est pas la recherche du succès à tout prix, mais la satisfaction personnelle pour 58% des personnes interrogées. La grande majorité des auteurs ne semblent pas avoir la prétention de faire carrière et n'ont pas tous pour ambition de faire œuvre. Ils sont d'ailleurs nombreux à ne pas se diriger vers une voie professionnelle, puisque 44% d'entre eux n'ont pas pris la peine d'envoyer leur manuscrit à un éditeur traditionnel, un peu comme s'ils savaient pertinemment à l'avance que l'accès à ce monde éditorial leur serait automatiquement refusé. L'écriture est donc pour les auteurs amateurs un divertissement sans enjeu véritable. C'est davantage pour leur plaisir qu'ils s'impliquent dans l'auto-édition et peu importe à leurs yeux que le succès soit au rendez-vous ou pas. Car ce qui compte le plus pour eux, c'est de concrétiser leur projet, de voir le rêve de publication devenir réalité sous une forme interactive. Néanmoins, cette observation mérite d'être relativisée car d'autres éléments de réponse perturbent cette donnée. Ils sont en effet 58% à accepter l'éventuelle offre d'un éditeur classique et 56% d'entre eux aimeraient toucher un autre lectorat, c'est-à-dire toucher les lecteurs qui se rendent en librairie. Ces différentes volontés dissimulent probablement deux grands types d'auteurs peut-être peu conciliables entre eux. Tout d'abord, il y a ceux qui, par conviction, ne veulent pas passer par le truchement d'un professionnel de l'imprimé et préfèrent maîtriser l'ensemble de la chaîne du livre pour rester libre. Et il y a ensuite ceux qui, peut-être plus conventionnels de formation ou de pensée, n'ont pas de prévention contre le vieux monde du livre papier et ne seraient pas contre la proposition d'un éditeur. Nous allons désormais nous intéresser au comportement des éditeurs à l'égard de ces nouveaux auteurs émergents. Si autrefois les éditeurs ne prêtaient pas grande attention à ces publications éditées par des voies hors du cadre de l'édition classique, aujourd'hui, il en est tout autrement au vu du succès croissant que rencontrent certaines publications sur KDP ou d'autres espaces comme Wattpad par exemple. Les acteurs culturels ne peuvent en effet rester indifférents face aux chiffres records qu'enregistrent les livres auto-édités. Le cas d'Agnès Martin-Lugan est emblématique de ce phénomène de récupération. Inconnu auparavant, cet auteur qui a rencontré le succès avec son roman « Les gens heureux aiment lire et boire du café » auto-édité sur KDP en 2012, s'est vu racheté par Michel Lafon contre un contrat d'édition pour publier son roman en version papier. Cet exemple montre qu'Amazon est aujourd'hui un acteur culturel que les éditeurs ne peuvent plus ignorer. KDP est devenu en quelques années un bon indicateur du marché pour les éditeurs qui s'y rendent pour puiser des auteurs à succès afin de les éditer en version papier sous leur enseigne. Une question se pose. Doit-on aujourd'hui considérer Amazon comme un nouvel acteur culturel, voire un révélateur de talents qui contribue à la vie culturelle, qui participe à la vie culturelle, pour reprendre le titre du colloque d'aujourd'hui, puisque certains auteurs amateurs qui se sont auto-édités sur cet espace sont désormais connus du grand public. Si les éditeurs sont des commerçants par nature et ont toujours cherché à publier des textes vendeurs, la récupération de textes auto-édités par les professionnels de l'imprimé montre qu'il y a quand même bien là une glissade qui révèle de nouvelles pratiques. Là aussi, une question se pose. Faut-il voir dans cette récupération des auteurs auto-édités par les éditeurs une ouverture de l'espace éditorial pour les auteurs amateurs ou plutôt un changement stratégique des professionnels du livre devant des machines de guerre
selon l'expression employée par Sylvie Bosset, dont seuls les intérêts financiers prévalent et qui n'hésite pas à mettre en avant une culture le plus souvent uniformisée et à bas prix. Gardons-nous cependant d'avoir une vision réductrice du monde culturel, car si l'on assiste à l'apparition de nouveaux acteurs qui, certes, bouleversent l'ordre établi, les professionnels ne vont pas disparaître pour autant et semblent plus que jamais incontournables. Les romans auto-édités qui rencontrent du succès sur Wattpad, Amazon ou d'autres espaces ne sont pas généralement publiables en l'état. Les artistes 2.0 ont en effet souvent un rapport décontracté à l'écriture et à l'orthographe et ne sont pas en quête du style parfait. Si certains arrivent à être cependant édités en version papier chez un éditeur, leur manuscrit est le plus souvent repris dans sa totalité par des professionnels qui vont bonifier le texte. On assiste là à une nouvelle configuration du travail des professionnels du livre qui renforce leur rôle capital en tant que conseillers. Les multiples accords passés avec des auteurs auto-édités qui ont fait le buzz sur le net prouvent une fois de plus que les éditeurs sont encore les garants d'une certaine forme de reconnaissance ou de légitimation, et malgré ces nouveaux espaces de liberté cybernétique, leur professionnalisme est toujours perçu comme un plus. Les témoignages d'auteurs auto-édités qui ont été récupérés par des éditeurs ne manquent pas. Louise-Anne Sédor, avec son livre « Les méduses ont-elles sommeil ?» auto-édité sur KDP et récupéré par les éditions Gallimard, aurait-elle eu la même notoriété si elle n'avait pas été publiée par Gallimard qui a repris l'ensemble de son manuscrit? Devant cet exemple, on peut se demander si au fond, les grandes marques éditoriales françaises ne sont-elles pas encore les seules à conférer gloire, reconnaissance, crédit et valeur. Autant de questions qui demeurent ouvertes, car si le web offre une visibilité et une disponibilité pour toute production postée au bon endroit et bien indexée, rien ne peut remplacer pour le moment ce qui fait un professionnel du livre qui engage son nom, sa marque et son argent dans le soutien d'une œuvre. Pour conclure, on peut dire que les auteurs auto-édités sur KDP sont des personnes qui n'ont pas de caractéristiques particulières. Elles ont une vie active, sans formation spécifique dans le domaine de la rédaction, mis à part celle de leur scolarité. Passionnés par l'écriture et la lecture qu'ils pratiquent depuis longtemps, Amazon leur permet de donner vie à leurs projets. Les auteurs auto-édités ne sont pas tous des exclus des sphères éditoriales classiques, loin de là. La majeure partie d'entre eux se rend sur KDP par plaisir et non par intérêt. Autrement dit, une minorité des auteurs 2.0 utilisent l'auto-édition avec l'objectif de faire carrière. Les professionnels, malgré l'incitation à s'auto-publier sur les nouveaux espaces qui donnent l'illusion de pouvoir se passer de tout intermédiaire, restent les experts qui disposent du savoir pour être publiés correctement. Cependant, des questions demeurent. Comment à terme vont réagir les auteurs auto-édités et plus largement les artistes amateurs, toujours plus indépendants grâce à ces nouveaux outils? Le véritable auteur, créateur, producteur ou scénariste de demain ne sera-t-il pas celui qui refuse de passer par les canaux traditionnels, celui qui contribue à la vie culturelle sans l'aide d'un professionnel qui pourtant a toujours été incontournable? Enfin, comment vont réagir les auteurs reconnus, publiés par les éditeurs classiques? Vont-ils délaisser leurs éditeurs pour migrer sur KDP, à l'instar de Michel Apathy, avec son livre « La liberté de ma mère, mai 68 au Pays Basque », auto-édité sur KDP, ou encore Marco Coscas, avec son roman Bande de Français, également publié sur KDP, sélectionné, comme vous le savez, sur la liste du prix Renaudot en 2018. Personne n'a la réponse à cette question, mais celle-ci reste bien de se poser avec insistance si de plus en plus d'auteurs ou d'artistes cèdent aux appels du trust américain. Je vous remercie pour votre écoute. Merci Stéphanie pour cette présentation qui ouvre une vision un petit peu pessimiste. Voilà, j'ouvre aux questions. Alors, je commence avec les questions même si j'en ai plusieurs qui j'ai reçues dans les chats. Alors, il y a 2 questions pour Lucie. Je vais lire les 2, Lucie, d'accord, un après l'autre. Alors, elle est plutôt claire, Sébastien, voilà, je vais la présenter. Alors, Sébastien Piotti demande, est-ce que lors des entretiens, les inquiétés ont évoqué d'autres fonctionnalités de l'architecte de Facebook
qu'ils souhaiteraient explorer à l'avenir en lien avec les communautés, par exemple les lives, les sondages ou d'autres fonctionnalités voilà, plus interactives. Et la deuxième question est de Sarah Labelle. Voilà, Sarah, je ne te donne pas la parole. Je me demandais, dit Sarah, pour quelles raisons maintenir les guillemets autour des médias? Est-ce que parce que les professionnels interrogés n'aient parlé des médias pour désigner les dispositifs en temps, étant donné que ça renvoie, peut-être je dois te donner la parole, parce que je renvoie par eux-mêmes la conception des médias télé, entre guillemets, oui Sarah, vas-y, pose ta question, voilà, c'est mieux. Désolée, mais parce qu'il y a eu, voilà. Bonjour et excusez-moi, je suis pleine de questions en ce moment, voilà. Oui, donc je disais en fait, pourquoi tu as maintenu là tout au long de ta communication les guillemets autour de médias, et je me demandais si c'était dû au fait que pour les professionnels que tu as interrogés, quand on dit médias, ça renvoie plutôt à la question, leur conception à eux des médias, c'est-à-dire la télé, la radio, et pas forcément ce genre de dispositif. Et d'une part, et puis je te disais, et toi, t'en penses quoi? Alors médias, pas médias? Voilà. Ok, merci beaucoup Sarah. Alors je pense que j'avais dû mettre entre guillemets médias sociaux, et si je ne l'ai pas fait, eh ben, c'est une erreur de PowerPoint. Mais c'était médias social que je souhaitais mettre entre guillemets, surtout parce que c'est comme ça qu'ils l'appellent, Culture Prime. Ah, d'accord. Pour reprendre leur terme. Et sinon, en fait, un truc intéressant que j'ai peut-être pas dit, à un moment donné, la responsable du pôle vidéo de France Culture, elle parle d'un média vitrine. Et en fait, elle dit ça parce que Culture Prime est un lieu de cross-post qui permet justement de générer l'ensemble, enfin de rassembler l'ensemble des contenus qui sont préalablement postés sur les autres pages, par exemple France Télé Art, Arte, INA, etc. Donc, donc j'étais à côté de la plaque complètement avec l'idée de séparer en fait des dispositifs justement de circulation. Et non, pour le coup, ils appréhendent vraiment, les acteurs appréhendent vraiment Culture Prime comme un média, et d'autant plus qu'en fait, il fonctionne réellement comme une véritable rédaction, entre guillemets. Il y a un comité qui se réunit tous les lundis, et bon, la subtilité, et ce qui est très intéressant à observer, c'est qu'il n'y a pas de rédaction en chef, donc ils se débrouillent d'une toute autre manière qui est assez passionnante à voir. Voilà. Alors, comme j'ai la parole, et du coup, tu vas pouvoir faire des observations, parce qu'effectivement, je pense aux observations qui avaient été faites dans les radios au moment de passage au numérique et tout ça. C'est vraiment des choses qui sont super intéressantes d'un point de vue de la production et de l'introduction des dispositifs d'écriture. Oui, j'ai été conviée le lundi après-midi à y aller, mais il y a eu le confinement, et en fait, désormais, ils font tout en ligne. Et donc, je me suis pas encore penchée sur l'idée d'assister à la conférence en ligne, mais a priori, ça pourrait être un moyen, l'envisager autrement. Mais oui, c'est absolument prévu d'assister aux comités éditoriaux. Et merci beaucoup. Merci. Alors, revenons à la première question. Voilà, non, tu as déjà répondu. Eh ben, merci Sébastien pour ta question. Alors en fait, Culture Prime avait, les collaborateurs de Culture Prime, avaient mis en place des lives Facebook à un moment donné, qui étaient présentés par la responsable éditoriale du numérique à la direction de la culture. Et il me semble qu'ils étaient en même temps... il me semble qu'en même temps, ils passaient sur France Info. Je ne suis pas exactement sûre de cette information. Mais en fait, ça a été annulé parce que ça leur demandait un travail dingue de mettre en place ces lives Facebook, qu'il n'y a qu'une seule personne qui voulait se coller à la présentation, je crois. Et voilà, ils ont arrêté. Et ensuite, sur la question des sondages, etc., ils y pensent. La dernière fois que j'ai eu la responsable du pôle vidéo, c'est-à-dire... j'ai fait un premier entretien avec elle, puis un autre 6 mois après. Effectivement, il y avait cette idée de mobiliser des sondages, etc. sur Facebook. Et ils avaient commencé à le faire sur Instagram avec une petite rubrique qui s'appelait « C'est quoi ?» où, en fait, ils engageaient les gens, par exemple, « C'est quoi être père ?» Et donc, les réponses étaient un peu triées sur le volet et potentiellement intégrées à des vidéos. Mais ça aussi, ça a été arrêté. Donc, en fait, les initiatives un peu... qui sollicitaient comme ça
les publics ont été avortés, et notamment par manque de moyens. Voilà. Merci Lucie. Alors je donne la parole à Olivier Touillas qui avait une question pour Olivier Evanet. Olivier, si tu es en train de parler, ton microphone est coupé. Sinon, je vais la lire. Alors, entre-temps que voyons qui Olivier... voyons si elle arrive. Alors, Olivier dit, ne trouveront-on pas ces points forts des contributions amateurs dans d'autres secteurs éditoriaux illégitimes, comme les romances, par exemple? Oui. Voilà. Je la lis exactement. Voilà. Je pense qu'Olivier veut dire si les mêmes phénomènes que vous avez trouvés dans les mangas, à votre avis, on ne peut pas les trouver dans d'autres secteurs comme les romances. Oui. C'est une tendance générale des secteurs plus ou ceux qui ne sont pas légitimés, reconnus comme légitimes par la culture traditionnelle, je pense. Olivier. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de modes d'organisation, de supports d'expression qui sont similaires entre des catégories culturelles peu reconnues, l'organisation de festivals, de conventions, tous les supports des cultures fans, les fanzines qui sont un petit peu, qui circulent de manière un peu informelle, souterraine, parce qu'ils ne sont pas reconnus par les institutions culturelles légitimes. Donc il y a des similarités en termes de sociabilité, d'espace d'expression. La différence serait peut-être que le manga, il est plus récent. Enfin, pour le manga, ça date en France, la réception des années 90-2000. Et on peut voir que la presse professionnelle spécialisée est née presque en même temps au moment où sont apparus les blogs. Donc, dès le début, il y avait une concurrence qui s'est mise en place, qui existe moins, par exemple, dans le domaine littéraire, où il y a des journaux professionnels qui ont une légitimité qui peut remonter même jusqu'au 20e, début du 20e, 19e. Voilà, donc le manga, il en serait plutôt au début d'une forme de reconnaissance qui serait plus avancée pour le roman policier, par exemple. Mais effectivement, il y a des similarités. Merci beaucoup. J'avais moi-même une question pour vous. En effet, voilà, dans la partie où malheureusement, voilà, vous n'avez pas eu le temps de développer, je me demandais, voilà, dans cette phase de déstabilisation, quelle est l'attitude voilà, des amateurs, surtout des amateurs des plus anciennes générations? Est-ce que certains ont un rejet de la stabilisation ou c'est quelque chose qui est vu de manière de l'institutionnalisation et vu quelque chose de manière positive par tous les amateurs? Alors, je dirais que ça dépend un petit peu de quelle génération, quelles sont les propriétés des amateurs dont on parle. Je pense qu'il y a des amateurs engagés de longue date dans cet univers qui sont très sensibles aux marques de reconnaissance institutionnelle. Des amateurs qui ont pu faire des études, se professionnaliser en tant que journaliste professionnel, médiateur culturel, et qui ont trouvé un contexte professionnel pour valoriser leur passion. Des lecteurs ou lectrices qui ont des pratiques culturelles très légitimes, qui sont aussi très sensibles à ces marques de reconnaissance, que ce soit un prix accordé par le Festival d'Angoulême, un article dans Télérama sur les mangas. Et inversement, il y a aussi d'autres fans qui vivent très mal cette forme de démocratisation du manga qui va un petit peu menacer un peu leur privilège distinctif de fans. Et ils vont voir des hordes de jeunes générations s'emparer de l'objet de leur affection et parfois donner une mauvaise image par une forme de passion un peu adolescente. Donc effectivement, il y a aussi des conflits de génération à l'intérieur de ce domaine entre des générations de lecteurs. Certains qui voient mal la démocratisation
leur passion, qui préféraient le vivre dans l'entre-soi, voilà, avec une forme d'élitisme parfois qui s'exprime, y compris pour un objet pourtant perçu comme populaire. Voilà. Merci beaucoup. S'il y a d'autres questions, j'aurais également une question pour Irénée. Par rapport à la question de l'interface, non, vous avez remarqué l'interface, une interface adaptée aux experts. Et est-ce que c'est une remarque que vous avez pu aussi obtenir lors des entretiens? Est-ce que c'est quelque chose que les personnes qui portent la plateforme ne veulent pas modifier ou c'est juste quelque chose qui, voilà, un résultat, un acquis qui n'a pas été vraiment remarqué lors des entretiens? Oui, alors merci pour la question, Martha. En fait, c'est du côté des amateurs, je sais que pour observer leurs entretiens aussi, il n'y a pas vraiment l'intérêt d'échanger la plateforme, d'échanger l'interface, parce qu'ils communiquent aussi par mail, surtout, et pas forcément, ou pour d'autres moyens que par en fait, la plateforme. Et ils n'ont pas forcément d'intérêt à modifier l'aspect et les dynamiques parce que ça leur va comme ça. Par contre, du côté des professionnels, lors de plusieurs entretiens, en fait, ils ont exprimé une certaine difficulté de s'approprier de l'outil ou de l'utiliser. Et ils ont explicité un peu les faits que c'est vraiment difficile de rentrer dedans, la logique de l'outil, et que ce n'est pas forcément fait, conçu expressément pour une utilisation professionnelle ou externe. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, oui, très bien. J'ai une autre question pour Lucie. En effet, toujours des mois, voilà, c'est une question personnelle. Et vous écoutant, j'étais vraiment à ce moment choquée par les entretiens, non, les verbatines que vous aviez, les faits qui, voilà, je pense que c'était les directeurs des Radio France, je ne me souviens plus, mais qui utilisent les termes communauté. Et ensuite, voilà, on retrouve ça dans l'effet de donner un titre comme Débattez-vous d'un outil qui, normalement, comme vous avez remarqué, permet vraiment pas du débat. Et là, ça donne une idée vraiment d'une vision très naïve de la participation pour laquelle, si on la souhaite, on peut facilement la créer. Et est-ce que vous avez trouvé cet élément dans plusieurs entretiens et c'est vraiment leur vision qui, si on veut de la participation, on met un outil. Quand on veut la participation, on peut la voir et ça suffit faire un espace qu'on appelle Débattez-vous. Voilà. Merci Martha. Alors c'était le chef de produit partenariat réseaux sociaux à la direction du numérique, donc en gros il est community manager, donc pas très étonnant qu'il parle de communauté en fait, il gère les community managers et juste pour répondre, en fait, ce qui était intéressant dans les entretiens, c'est la manière dont chacun disait qu'ils devaient un peu repenser leur manière de travailler avec d'autres professionnels. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des journalistes autour de la table du comité éditorial. Il y a aussi des community managers et il y a aussi des gens qui viennent de l'éditorial et pas des journalistes. Par exemple, à France Télévisions, ce n'est pas tant des journalistes que des gens qui viennent de l'éditorial. À Radio France, c'est plutôt des journalistes à France Culture. Et donc, du coup, il y a toute cette interrogation justement autour de nommer des gabarits, etc. Alors, ce n'est pas tant Débattez-vous qui a fait un peu polémique que les 10 infos insolites que les journalistes, par exemple, de Radio France trouvaient un petit peu pauvres en termes de contenu, alors qu'à France Télévisions, ils s'en emparent beaucoup plus facilement. Donc, c'est un travail qui est aussi, par ailleurs, chacun disait qu'il faudrait donner beaucoup plus de place aux community managers dans ces comités éditoriaux et plus largement dans la programmation parce que ils sont assez convaincus que le community manager est au cœur de ce projet et n'a pas suffisamment sa place. Et d'ailleurs, il n'y a pas de poste en fait attribué, c'est une gouvernance qui passe de Radio France pendant 6 mois à France Télévisions pendant 6 mois. Et donc, c'est sur leurs ressources propres que se joue le community management. J'ai peut-être pas bien répondu, pardon. C'est très clair. Non. Merci.
S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on clôture la session là. Avec ces sessions, on clôture les colloques. Je ne vais pas vraiment faire une clôture très structurée. Je pense qu'on a eu beaucoup d'échanges. Je voudrais juste remercier tous les intervenants et aussi tous les participants. Je suis vraiment... On a eu en moyenne des plus de 50 participants par séance. C'est une participation très importante. Alors, pour rappel, ces colloques sont organisés dans les cadres des ANR. Alors, il ne faudrait pas faire des discours d'argent, mais c'est ça aussi. Faire des événements en ligne, c'est moins cher. Ça nous permet peut-être, si un jour c'est un projet qui continue sur 2 ans, encore, j'espère avoir l'occasion de pouvoir organiser un événement par rappel à la communication. Peut-être on pourrait faire des tables rondes dans lesquelles on pourrait prolonger nos discussions de manière plus informelle, peut-être dans une année. Je pense qu'il y a aussi qui pour moi est vraiment intéressant, que c'est même on travaille sur des terrains différents avec des points de vue différents, qui soient de la socio-économie, qui soient plus d'un point de vue infodocumentaire ou sociologique. Nous avons vraiment des questionnements qui sont transversaux sur les contributeurs, sur les acteurs qui portent ces espaces, ces dispositifs numériques, sur les termes de plateforme, sur les dispositifs démocratiques, et j'espère sincèrement qu'on pourra trouver d'autres espaces pour échanger des vives voix dans les prochaines années. Je remercie tout le monde, je remercie aussi les financeurs, qu'il faut les remercier quand même. Et je vous rappelle que les actes numériques sont disponibles sur le site du colloque. Si quelqu'un n'a pas pu assister à certaines communications, qui voudrait les consulter, resteront là après la fin du colloque. Merci à tous.